Un Ardennais de 47 ans, il s'est immolé par le feu à la sortie d'une réunion de réinsertion ce midi. Il est gravement brûlé. Reportage à Charleville-Mézières après ces titres. L'invité du 19-20 est Christophe Léonard, le député PS frondeur des Ardennes. Les frondeurs qui ont poussé le gouvernement à utiliser le 49.3 pour faire passer la loi Macron. Une crise politique majeure et cette question que nous poserons ce soir aux députés ardennais. Les frondeurs sont-ils encore socialistes ? Le succès du casino du Lac du Der, 3 mois après son ouverture, une vraie réussite et un plus pour le tourisme local, habitué l'hiver à voir sa fréquentation fortement baisser. Ici et pas ailleurs, c'est à 19h15 comme chaque soir. Ce soir, gros plan sur des supporters du Stade de Reims, fanats de théâtre. D'ailleurs, demain, ils montent sur les planches de la Comédie à Reims. À 19h30, le journal de la rédaction nationale et parmi les titres ce soir, c'est découverte de sépultures vandalisées dans 4 communes. Aujourd'hui, le chef de l'État condamne des actes indignes qui portent atteinte à la République. Des titres développés à partir de 19h30 dans le journal de la rédaction nationale. Mais en attendant, place à l'actualité en Champagne-Ardenne. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, un homme de 47 ans est ce soir dans un état très grave. Peu avant midi, il s'est immolé par le feu à la sortie d'une réunion de réinsertion à laquelle il a participé. Reportage tout de suite à Charleville-Mézières de Catherine André et Yves-Olivier Hébé. Le drame s'est produit ce mercredi, peu avant midi, ici au centre d'affaires de l'avenue Forest de Charleville-Mézières. La victime est un Carolo Massérien âgé de 47 ans, bénéficiaire du RSA, le revenu de solidarité active. Vers 11h45, l'homme termine un rendez-vous avec un employé du CREF, une association spécialisée dans la réinsertion. Sur le palier, l'individu sort un bidon d'essence. Il s'asperge le corps avant de s'immoler par le feu. Plusieurs témoins ont assisté à la scène et ont pu éteindre l'incendie avant l'arrivée des secours. L'homme a été transporté à l'hôpital Manchester de Charleville-Mézières. Il est grièvement brûlé et pourrait être transféré dans les prochaines heures dans un établissement spécialisé dans le traitement des grands brûlés. Cette fin d'après-midi, aucun officiel n'a souhaité commenter cette actualité. On reste un instant encore dans les Ardennes avec la suite du conflit au transport en commun de l'agglomération de Charleville-Sedan. Les conducteurs ont bloqué avec une quinzaine de bus les avenues de Gaulle et de l'Arche, 2 axes importants de la circulation. Le mouvement a débuté samedi et depuis, les négociations portant sur une augmentation de salaire n'avancent pas. On proteste parce qu'on demande une somme, enfin une prime en fait, de 80 € mensuelle et la direction, hier soir, nous en a proposé 18. C'est pas acceptable? C'est pas acceptable parce que de 18 à 80, il y a quand même encore une marge de manœuvre. Alors une négociation, c'est bien qu'elle se fait, c'est à donnant-donnant, mais là l'écart est trop grand, quoi. Justice et la cour d'assises de Haute-Marne a tranché hier dans l'affaire Bellamy. Philippe Bellamy a été reconnu coupable du meurtre d'un habitant d'une commune voisine à la sienne. Une peine de 22 ans de réclusion criminelle a été prononcée après 2 jours de procès. L'avocat général avait requis 25 ans. Verdict prononcé donc hier soir, mardi, par la cour d'assises de Haute-Marne. Vous le savez, la France vient de vendre une vingtaine de Rafale à l'Égypte et quand la France réussit enfin à vendre l'avion de chasse, il y a une entreprise de la région où l'on affiche un large sourire. L'entreprise ATS à Cézanne qui depuis le début du projet Rafale collabore avec Dassault. Reportage Stéphanie Depierre, Raphaël Doumergue. Ce robot à soudure laser, c'est une machine de pointe, un symbole du savoir-faire d'ATS. Cette entreprise découpe, plie et usine des pièces métalliques. Et depuis presque 20 ans, elle fabrique des éléments pour le Rafale, le célèbre avion de chasse français. Une partie des moteurs de l'appareil sont sortis de cette usine. À cause des restrictions budgétaires de la défense nationale, la production était au ralenti. Elle va être relancée grâce à la vente des Rafales à l'Égypte. C'est une bonne nouvelle parce que ce sont des technologies de pointe. Ça peut nous faire travailler la découpe jet d'eau, la découpe laser. Donc il y a différents types de pièces qui vont augmenter un peu le chiffre d'affaires, quoi. Et je pense que ça va monter en puissance régulièrement. Il est encore trop tôt pour savoir combien cette commande rapportera à l'usine cézannaise, mais c'est la cerise sur le gâteau pour une entreprise déjà très en forme. 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus 5% de croissance en 2014. L'aéronautique représente 50% des commandes d'ATS. Seul bémol, les difficultés de recrutement. L'industrie n'attire pas les jeunes et avec 90 salariés, l'usine est en sous-effectif. On a le matériel pour faire face à cette commande de Rafale. Donc il suffit juste de trouver les personnes à mettre sur les postes de travail. Dans l'idéal, ce serait de recruter 10 personnes dans les 6 prochains mois.
Et ce n'est peut-être qu'un début, c'est en tout cas ce qu'espèrent les dirigeants d'ATS. Après l'Égypte, l'Inde est en négociation avec Dassault pour acheter plus d'une centaine de Rafales. Il fait partie des députés PS frondeurs. L'invité du 19-20 ce soir est le député des Ardennes, Christophe Léonard. Les frondeurs à l'origine d'une grave crise politique puisqu'ils ont forcé hier le gouvernement à utiliser l'article 49.3 pour adopter la loi Macron. Bonsoir Christophe Léonard, merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, auriez-vous voté la loi Macron hier? J'étais parti pour ne pas voter la loi Macron. Pourquoi? Voter contre. Bien parce que je considère toujours que cette loi portait sur un certain nombre d'articles de bonnes propositions, mais que l'équilibre politique n'y était pas, et que surtout sur d'autres points, nous souhaitions collectivement, un certain nombre de parlementaires, améliorer ce texte et que le gouvernement n'a pas souhaité nous entendre. Alors il y a une question ce soir qui nous taraude, c'est les frondeurs, les députés PS donc s'opposent à cette loi. Hier ça a provoqué donc l'utilisation de l'article 49.3 donc par le gouvernement. Bruno Le Roux aujourd'hui parle d'antidémocratie. Bruno Le Roux, c'est le patron des députés PS à l'Assemblée nationale. Clairement, est-ce que les frondeurs sont encore des députés PS? Est-ce qu'ils sont encore du PS? Écoutez, en ce qui me concerne, je suis plus que jamais député socialiste dans la volonté qui est la mienne de répondre aux préoccupations de la vie du quotidien de mes administrés, des habitants de la 2e circonscription des Ardennes, dans la passion qui est la mienne de faire en sorte que la politique puisse permettre à chacune et à chacun de s'épanouir en France. Oui, pour ces valeurs de transformation sociale, en ce qui me concerne, je suis socialiste. Alors l'UDI et l'UMP ont déposé hier une motion de censure contre le gouvernement Valls. Est-ce que les députés PS frondeurs demain vont voter pour cette motion de censure contre le gouvernement, selon vous? Bien sûr que c'est non. Quoi les consignes? Bien sûr que non, il n'y a pas de consigne. Je veux dire, la question ne se pose même pas parce que, à un moment donné, il faut avoir de la mémoire. Apparemment, on l'a envisagé hier, ce qui fait qu'aujourd'hui, Christian Estrosi, député UMP, dit clairement que les frondeurs font machine arrière, ce sont des lâches. Écoutez, moi d'une part je ne suis pas un lâche et je pense que M. Estrosi a perdu la mémoire. Pourquoi il a perdu la mémoire? Parce que à certains égards la situation dans laquelle nous sommes, d'une forme d'affaiblissement, d'affaissement de l'État dans ses bases à la fois éducatives, policières, administratives, c'est le résultat de la politique qui a été conduite par Nicolas Sarkozy, par François Fillon et par M. Estrosi qui était ministre. Donc moi je l'invite à avoir de la mémoire et comme en ce qui me concerne, je n'ai pas perdu la raison ni la mémoire, il n'y a aucune chance pour M. Estrosi que demain je vote la motion de censure portée par l'UMP et par l'UDI. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement, au Premier ministre? D'ailleurs, est-ce que vous voulez toujours que Manuel Valls soit le Premier ministre? La position qui est la nôtre aujourd'hui, c'est d'infléchir la politique du gouvernement. L'infléchir sur quoi? Je crois que les faits nous ont donné raison. À la fois, vous m'aviez invité à l'époque sur le crédit impôt compétitivité emploi, 20 milliards d'euros. Bon, eh bien, pour financer ces 20 milliards d'euros, ça s'est traduit par une réduction du modèle social français, par des déremboursements de médicaments, une réduction des petites pensions, une difficulté de vie au quotidien. On a parlé même d'austérité. Aujourd'hui, il y a un rééquilibrage de la parité entre l'euro et le dollar. Il y a les carburants, l'essence qui baissent. Et donc aujourd'hui, nous considérons que les 20 milliards d'euros, plutôt que de les financer par un abaissement des dotations en direction des collectivités locales, nous aurions été mieux inspirés de les investir plutôt en direction de la justice, de la police et de l'éducation. Christophe Léonard, on va dire que cette cacophonie de la part des députés PS frondeurs, est-ce que ça ne fait pas le jeu finalement du Front National, des extrêmes? C'est pas de la cacophonie, c'est de la démocratie. Tout à l'heure, on parle souvent, le 49.3, ça serait un coup de force. Dans un coup de force, on aurait le sentiment que ça serait hors la loi, hors des textes. Le 49.3 est une procédure constitutionnelle qui appartient à la gamme des possibilités de la Ve République. Elle n'avait pas été utilisée depuis 2006, mais elle a été utilisée de très nombreuses fois par des gouvernements de gauche comme de droite. Je crois que ça symbolise plutôt une difficulté, une rupture du dialogue entre le gouvernement et une partie de sa majorité. Très bien, merci Christophe Léonard. Je rappelle que vous êtes député PS des Ardennes, député frondeur, et que demain, vous ne voterez pas pour la motion de censure déposée par l'UMP et l'UDI. Ce n'est pas encore le jackpot, mais ça commence à y ressembler. À peine 3 mois après son ouverture, le casino du Lac du Der semble avoir déjà séduit de nombreux joueurs venus de la Champagne-Ardenne, de la région parisienne, de Lorraine. Et même en cette période hivernale, les professionnels du tourisme en profitent déjà. Reportage sur les bords du Lac du Der de Maxime Meyer et Stéphane Genesco.
Voici le tout nouveau cadeau que vient de s'offrir le casino du Lac du Der. Une roulette électronique pouvant accueillir jusqu'à 10 joueurs simultanément. Un équipement destiné aux connaisseurs comme aux novices. C'est directement un écran tactile, donc ils ont la mise ici et ils se positionnent directement. Ça leur permet de jouer des combinaisons bien distinctes. Pour ceux qui ont un petit peu la crainte d'aborder un croupier derrière une table, d'avoir un contact humain, là ça leur permet d'aborder, on va dire, plus d'un côté un peu plus timide du coup la machine et de découvrir. Un nouveau jeu pour lequel le casino a déboursé 150 000 €. Un investissement qui récompense un début d'activité prometteur. Depuis son inauguration en décembre, la salle de jeu a accueilli plus de 40 000 visiteurs. Et ce matin, dès l'ouverture, ils étaient déjà nombreux à se presser aux machines à sous. C'est quoi le plaisir de venir ici? De jouer, puis de perdre des sous. On voit du monde, c'est sympathique, voilà. Et le plaisir du jeu? Pour gagner, oh oui aussi, mais bon, c'est parce qu'on voit du monde et puis j'aime bien, voilà. En semaine, on a du monde le matin à l'ouverture, des gens qui arrivent, sont là dès 10h, des week-ends où ce week-end on dépasse encore sur la totalité de samedi-dimanche, on dépasse les 2300 entrées. C'est quelque chose quand même de très beau. Une affluence qui a des répercussions chez les autres professionnels du tourisme du Der. Cet hôtel de Giffaumont-Champaubert par exemple, affiché lui aussi complet le week-end dernier. Depuis décembre, les réservations sont à la hausse. On a reçu beaucoup de demandes de la région de Nancy, de Metz, même de Paris, pour l'hôtellerie et même pour la restauration. Ça change les choses. Maintenant, on va pouvoir vraiment vivre 12 mois sur 12 avec le casino. L'objectif du casino était de faire vivre le lac du Der hors des périodes touristiques habituelles. Un contrat pour le moment rempli. L'établissement envisage maintenant des recrutements pour faire face à l'afflux des touristes au printemps. France 3 Champagne-Ardenne diffusera le 2 mai prochain un documentaire exceptionnel, celui de l'histoire du premier journaliste à avoir annoncé la signature imminente de la réédition allemande lors de la Seconde Guerre mondiale, réédition signée, on le sait, à Reims. Ce journaliste américain va pourtant payer très cher cette information, considérée comme le plus grand scoop du XXe siècle. Le documentaire se tourne en ce moment donc à Reims, en présence de la fille de ce journaliste venu pour la première fois dans les pas de son père. Marilyn Fournier et Philippe Mercier l'ont rencontré. Dans la famille Kennedy, on est journaliste de père en fille. Comme son père, Julia, a été journaliste à l'Associated Press. Aujourd'hui à la retraite, elle participe au tournage d'un documentaire titré provisoirement « Le Grand Secret ». L'occasion pour elle de mettre des images sur une histoire qui a valu à son père d'être remercié, puis de recevoir des excuses posthumes. La première fois pour moi à Reims, j'ai visité Paris plusieurs fois, mais jamais à Reims. C'est émouvant? Oh, très émouvant, oui. Oui, je suis honorée d'être ici. Le 7 mai 1945 à Reims, l'Allemagne avait signé sa reddition. Il y avait embargo sur cette information. Témoin de l'événement, Edward Kennedy avait respecté la consigne jusqu'à ce qu'une radio allemande ne diffuse la nouvelle. Plus question alors de taire l'information, mais Edward Kennedy le paya très cher. Sa fille, il y a peu, a publié ses mémoires, une manière de dire sa fierté de l'auteur du scoop. Nous sommes très fiers de mon papa et nous sommes très heureuses que le livre est publié et ce film marche. La petite école rouge, comme l'appellent les Américains, là où fut signée la reddition, est aujourd'hui musée. Julia Kennedy Cochrane y a mis ses pas dans ceux de son père avec émotion. Mais l'histoire du scoop garde encore des zones d'ombre. On parle toujours d'un petit journaliste qui a fait une faute sanctionnable. Et en fait, on s'aperçoit que ce journaliste était quand même le chef du bureau parisien d'une des plus grandes agences de presse américaines, la Associated Press, qui connaissait Eisenhower. Et on se demande, c'est une piste de travail, de réflexion, est-ce que finalement il n'a pas reçu l'ordre de dévoiler avant l'heure l'information, ou est-ce que tout simplement il n'a pas été manipulé? Le 2 mai prochain, France 3 Champagne-Ardenne diffusera Le Grand Secret, l'histoire de ce qui fut l'un des scoops du siècle. Ce journaliste avait donc pour nom Kennedy. Il a inspiré Thierry Doudou, le dessinateur du jour. Le voilà le dessin. Ils sont 28 équipages de la région à prendre le départ du 4L Trophy, ce raid d'aventure réservé aux moins de 28 ans. C'est le cas de ce duo de Saint-Dizier, Valentin et Constance, 20 ans tous les deux. Mais avant de rouler sur les pistes de sable, il a fallu trouver une voiture, des sponsors, bref, une aventure avant l'aventure. Mathieu Rapez, Yves Biron les ont rencontrés.
Sur ce chemin au Marnay, une 4L, année de naissance 1986. Un peu moins d'une dizaine d'années plus tard, Valentin et Constance venaient au monde. Un trio parti pour 10 jours de raid au Maroc, 6000 km de route et surtout de pistes. Juste avant le départ, les deux étudiants rendent visite à l'un de leurs sponsors, un fournisseur de pièces qui a permis de revoir le budget à la baisse. On a réussi à récolter 5 000 € pour la préparation, donc l'achat des pièces, etc. Et puis il y a aussi toutes les pièces, donc les dons de pièces. On a eu la 4L à très bas prix aussi. Donc il a fallu la remettre en état, mais ça nous a fait économiser un peu d'argent. Ça fait plaisir de voir des jeunes de la région partir très loin, puis partir avec des pièces qui viennent de chez nous. L'aventure coûtera donc moins que les 8 500 € prévus. Une économie de 3 000 €, c'est bien, mais pour cela, il a fallu mettre les mains dans le cambouis. Vous et la mécanique au départ? Ça fait 12, donc j'ai appris sur le tas. Et quand il faut changer une pièce, il faut aller sur internet, il faut se renseigner, il faut demander. Le mécanicien il nous a montré comment il fallait changer certaines pièces, et donc voilà quoi. Mais sinon avant ça, si je savais changer une roue quand même, mais c'est tout quoi. Avant d'éprouver la mécanique dernière mission, remplir intelligemment la voiture. La caisse à outils, même si on la met au-dessus, du moment qu'on l'a, c'est bien, mais si tu la mets en dessous et que tu mets des trucs au-dessus, tu peux plus y accéder. Et il faut mettre la roue aussi vite. Et oui, nos deux compères ne voyagent pas vraiment légers, mais ils ont une bonne raison. Dans leur bagage, on trouve des fournitures scolaires pour les enfants marocains. Tout le monde ne fait pas forcément bien le projet humanitaire, mais nous on a vraiment voulu le faire pour ça quoi. Se dire que on va faire sûrement, j'espère, un beau voyage, mais on le fait pas juste pour notre plaisir à nous. Un périple de 2 semaines au total. Et une rencontre avec ceux qu'ils vont aider. L'année dernière, 60 tonnes de fournitures ont été offertes et 25 000 € récoltés pour la construction d'écoles. L'aventure, loin de chez soi et sans GPS dans le désert marocain. Le 19-20 continue dans un instant ici et pas ailleurs. Ce soir, on parle football et théâtre, deux passions de supporters du Stade de Reims qui s'apprêtent même à monter sur les planches. Mais avant, la météo. Bonsoir à tous. Cette nuit, des brouillards givrants rendent les chaussées glissantes. Soyez prudents sur les routes. Et demain matin, les brouillards évoluent lentement sur toute la Lorraine. Sur le massif vosgien, le soleil brille. Le mercure est à la baisse. Il fait -2 à -3 degrés. L'après-midi, on attend une évolution.